Bonjour à tous, bienvenue sur Expatimo, le podcast des investisseurs expatriés. Je suis Sébastien, votre hôte. Passionné par l'immobilier et les investissements, j'ai hâte de vous amener dans un voyage passionnant à travers le sujet du jour. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'Acheter pour louer. Acheter pour louer est une plateforme innovante qui accompagne les Français expatriés dans leurs investissements immobiliers en France. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à me contacter. Alors, sans plus tarder, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Bon, nous voilà encore à Hong Kong et avec un autre Romain aujourd'hui. Bonjour Romain, merci d'être présent dans le podcast. Bonjour Sébastien, merci pour l'invitation. Donc toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, dire combien de temps tu es expatrié, que tu habites à Hong Kong, voilà, nous raconter un petit peu d'où tu viens. Donc je m'appelle Romain, je suis à Hong Kong depuis maintenant près de 12 ans et un peu plus longtemps même en Asie. Je suis arrivé en Chine à Guangzhou en 2009. Avant ça, j'avais fait également un échange universitaire à Lanzhou. En 2009, je suis arrivé à Guangzhou où je suis resté 5 ans, où j'ai travaillé dans le commerce international de produits carnés, donc la viande congelée que je vendais un petit peu partout en Chine, donc des conteneurs entiers de viande européenne, essentiellement française. Voilà, j'étais en charge du marché chinois pour ma société de trading. Suite à ça, je suis rentré en France quasiment un an, environ 10 mois. Et je suis retourné après ça à Hong Kong pour une opportunité de travail. En fait, ça fait à peu près 10 ans maintenant que je travaille dans l'industrie de dispositifs médicaux pour 3 différentes sociétés. Donc, dans la société, 2 dans le dentaire et une dans la chirurgie esthétique. Ok, ouais, super. Donc un beau parcours. Voilà, qui se termine d'ailleurs parce que on est avec ma femme et mes enfants, donc on a pris la décision de partir. Donc on est vraiment sur les 2 derniers mois à Hong Kong et on part s'installer en Suisse à partir de juillet prochain. Ok, donc se rapprocher en Europe de la France. Voilà, une volonté de se rapprocher des familles, voilà, et puis simplement une envie de retour aux racines un petit peu, de changer d'air également et pour pouvoir simplement pour ouvrir une nouvelle page dans notre vie. Ouais, c'est sûr qu'après autant d'années à l'étranger, ça va faire un gros changement. Ouais, c'est sûr. On commence à s'habituer. Donc, on ressource pas vraiment parce qu'on est quand même dans un autre environnement. On va partir en Suisse allemande, donc ça reste encore assez différent, une autre culture, une nouvelle langue à apprendre, mais voilà, on va s'y faire. C'est sûr. Et sinon, tu t'es originaire d'où en France? À la base, je suis de région parisienne. Okay. Avec mes parents, on a voyagé, on s'est installé dans plusieurs endroits en région parisienne, à Gonesse, dans le Val d'Oise, on a été à Conflans-Sainte-Honorine pendant 3 ans. Et après ça, on est parti au Mans, donc en Sarthe. Donc c'était suite à mon bac. Donc ça fait plus de environ 25 ans à peu près. Ouais. Et mes parents, ils sont encore là. Ok, ouais, très bien. Voilà. Super. Donc on va parler un petit peu d'immobilier et donc toi, quand c'est que tu as commencé à investir dans l'immobilier? En fait, je m'y intéressais depuis un certain temps. Donc suite à mon expérience à Canton, qui avait duré près de 5 ans, j'avais un peu d'économie, qui dormait. Je trouvais ça dommage de laisser de l'argent comme ça sans pouvoir l'investir. Et l'immobilier, ça a été un de mes premiers choix parce que de toute façon les marchés financiers, j'y connais pas grand-chose. Enfin, j'y connaissais pas grand-chose en tout cas à l'époque. Et pour moi, l'immobilier paraissait être un investissement le plus solide et fiable, en tout cas dans la durée. Bon, j'ai pas fait ça immédiatement. J'ai eu l'opportunité de repartir à Hong Kong et finalement c'est quelque chose que j'ai un petit peu laissé de côté. Et à peu près 2 ans après m'installer à Hong Kong, voilà, ma carrière avançait convenablement et donc je me suis dit c'était le moment d'investir. Donc c'était à peu près en début 2016 où j'ai commencé vraiment à y penser. J'en ai parlé autour de moi, notamment à mes parents qui nous ont un petit peu incité à investir, moi et mes frères également, dans l'immobilier. Donc pour mes 2 frères, c'était plutôt de l'immobilier pour loger. Mais habitant à Hong Kong, évidemment, c'était pas le cas pour moi. C'était vraiment un investissement dans le but de le louer et puis éventuellement pour constituer un patrimoine pour ma retraite
Voilà. Donc on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait. Donc autant moi que mes parents qui m'ont beaucoup aidé sur ce premier achat immobilier. On n'y connaissait pas grand-chose. Mes parents ont beaucoup déménagé, mais c'était des résidences principales où ils habitaient. Ils n'avaient jamais fait d'investissement locatif. Donc on n'était pas sûr non plus de où chercher, quelle ville et voilà, comment constituer un dossier. Au début, on pensait plutôt rester sur l'ouest de la France, parce que c'est une région assez dynamique. Donc on considérait des villes comme Nantes, Angers, qui étaient des villes assez cotées, avec une bonne croissance du prix locatif, du prix également à la vente. Et puis au final, on s'est plutôt porté vers Le Mans, parce que c'était pour une question de convenience. Mes parents habitaient dans le coin, ils pouvaient aider à faire les recherches et visiter les appartements directement. Voilà, si en cas de problème, ils auraient pu assez facilement se rendre dans l'appartement. Et donc finalement, et surtout, c'était beaucoup moins cher. Ah oui. À l'époque, je me rappelle les prix Le Mans et Nantes, c'était du simple au double au niveau du mètre carré. Il me semble qu'on était à peu près à 1500 en moyenne au Mans. Et on était déjà au-dessus de 3000 à Nantes, je crois, vers même 3005. Et même Angers était beaucoup plus cher. Enfin, était aux alentours de 2000, 2005, je sais plus exactement. Donc voilà, enfin Le Mans c'était vraiment pas cher et avec un capital assez faible, finalement on pouvait acheter un appartement plutôt un bel appartement sans trop de problèmes. Voilà, j'ai fait quelques recherches justement là justement pour préparer le podcast et c'est vrai que quand on regarde les prix immobiliers de l'époque, Le Mans était vraiment dans une ville où l'immobilier était quasiment c'était vraiment très c'était finalement un assez mauvais investissement à faire. Les prix n'évoluaient pas depuis près de 10 ans, ils étaient très très stables et très bas. Donc en fait ça semblait pas être une bonne idée, mais bon, j'ai pas trop pensé à l'époque et comme c'était vraiment pas cher, on pouvait vraiment avoir des beaux logements. On est parti là-dessus. Ouais. Et juste tu te souviens à peu près combien tu l'avais acheté ton appartement? Ouais, alors c'est un T4 c'est un grand appartement alors. Ouais, 92 mètres carrés et on l'a acheté à 145 000 euros. Ah oui, c'est vrai que ça revenait à 1500 euros le mètre carré. Mais je me rappelle, enfin, la personne à qui on l'a acheté était pressée. Il me semble que son mari était décédé et elle voulait vendre assez vite. En fait, c'est un T4 à la base, mais elle l'avait divisé en 2 appartements. Il y avait un T3 et un studio juste à côté. Donc vraiment avec 2 portes d'entrée séparées. Et en fait, quasiment à la base, moi je voulais acheter le T3 et c'est à peine si le studio était offert avec le T3. Ah, c'est génial. Donc voilà. Je dis on beaucoup parce qu'en fait le dossier qu'on a constitué, on l'a fait avec mes parents. On a constitué une SCI. Ah, ok. Voilà où en gros moi j'ai 70% des parts et mes parents 30%. Donc 15 chacun. Voilà. On est parti là-dessus parce que ça permettait de faciliter le dossier déjà auprès des banques parce que un des gestionnaires de la SCI du coup habitait en France, résident français, ça facilitait les démarches auprès des banques et surtout ça permettait à mon père de s'occuper un petit peu du bien sans que je sois obligé de gérer ça à distance via une agence sur place quoi. Et donc à l'époque, quand t'avais recherché, donc c'est tes parents qui ont fait toutes les visites. Toi, t'es pas rentré en France pour faire les visites. Non, j'ai pas fait les visites. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir mes parents retraités depuis très peu et finalement ils avaient beaucoup de temps et la volonté de m'aider. Donc je suis rentré en France pour signer. Ah oui, t'es quand même rentré en France à l'époque pour chez le notaire quoi, mais au final, j'ai même pas vu l'appartement. Et encore aujourd'hui, je l'ai pas encore visité. Et il est en plein centre du Mans? Ouais, mais il est très bien situé. Justement, j'ai regardé les prix de l'immobilier, parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps, et ça a beaucoup pris d'ailleurs depuis l'époque où on l'a acheté. En fait, suite à l'achat de 2016, les prix ont pas mal évolué au Mans, et donc l'appartement est situé vraiment en plein centre-ville du Mans, donc dans un quartier assez recherché parce qu'on est en bord de la Sarthe, qui est la rivière qui traverse le Mans. C'est très joli, enfin vraiment on est un petit peu en hauteur de la Sarthe et juste en bas ils ont aménagé des petites îles qu'il y a sur la Sarthe en parc. C'est vraiment très très agréable.
On est vraiment à 5 minutes à pied de la cité Plantagenet, qui est vraiment le centre historique du Mans, qui est magnifique, et à 5 minutes également de la gare ferroviaire. Ouais. Donc vraiment c'est très très bien situé. Et ouais, quand on regarde un petit peu les sites genre pas se loger, mais meilleuragent.com, on voit que de toute façon, en général, ce qui est important quand on fait des recherches, c'est de regarder un peu partout sur Internet. Je pense que c'est important. J'imagine que ce que tu avais dû faire au début, tu regardes sur tous les sites, est-ce que j'achète pas trop cher, est-ce que c'est dans les prix ou pas, en fait. Voilà. Ouais, donc a priori les prix en tout cas dans le quartier, c'est à peu près 5% de hausse par an. Ouais. Ah oui, c'est des belles hausses. C'est comparé à la France, il me semble que c'est quand même un peu au-dessus. Ouais. Donc c'est voilà, bon, a priori ça a été au moment de l'achat, c'était pas forcément clair que ce serait une bonne affaire, et en fait ça a l'air de le devenir. Et donc le Mans, il y a le circuit. Oui. Qu'est-ce qu'il y a au Mans, en fait, à part comme il y a des industries, c'est dynamique. Le Mans en fait c'est une ville à la base assez ouvrière. C'est une ville assez ouvrière, donc il y a quand même de l'industrie automobile. C'est PSA par exemple qui a une grosse usine au Mans qui est assez importante. Mais c'était a priori une ville un peu qui stagnait un petit peu, et surtout qui avait des problèmes de concurrence avec Angers, qui attirait beaucoup plus d'investissements que Le Mans. Et en tout cas, ça a été le cas dans les années 2000, voire jusque dans les années 2010-2015. Mais c'est une ville qui a beaucoup investi et finalement qui est très très bien située. On est à moins d'1 heure de Paris en TGV. À 50 minutes, on arrive à Montparnasse. Donc c'est quand même vraiment très pratique. Il y a eu une très bonne gestion de la ville. Il y a eu des rames de tramway qui ont été développées, donc 3 rames plus des bus prioritaires, et énormément à la base, c'est aussi une cité étudiante assez importante, je crois. 10 ou 15 000 étudiants à l'année qui habitent au Mans, donc il y a des grands pôles universitaires, des cités étudiantes. Puis il y a pas mal de recherches d'appartements en centre-ville, notamment des studios. D'où l'intérêt d'avoir un studio dans mon cas. Parce qu'on le loue essentiellement à des étudiants. Donc c'est une ville qui s'est vraiment énormément dynamisée, et d'autant plus depuis le Covid. Le Covid, il y a eu énormément d'expatriation de Paris vers Paris ou proche banlieue vers des villes un peu périphériques, et Le Mans a bénéficié un peu de cet exode parisien a priori. Donc c'est voilà, Le Mans depuis le Covid en particulier, a priori a pas mal est devenu beaucoup plus attractif pour dans la région en tout cas. En tout cas, donc ça veut dire que c'était un bon choix, même si au début tu savais pas trop si ça allait l'être. Ouais. Donc à la base j'ai vraiment on est parti là-dedans sans vraiment savoir quoi espérer. La dame à qui on l'a acheté nous avait dit que elle nous le vendait à son prix d'achat 10 ans auparavant. On disait bon, peut-être dans 10 ans ce sera le même prix encore. Donc voilà, a priori on va pas dire merci le Covid, mais il y a quand même eu des circonstances qui font que il y a eu une appréciation en tout cas de la ville qui fait que en tout cas l'immobilier local s'est pas mal développé. Et donc ça fait donc presque 10 ans. En 10 ans, donc il y a 2 appartements, le studio et le plus grand appartement. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Donc j'imagine le studio, tu as l'air de dire que c'est plutôt des étudiants, donc il y a des changements plus réguliers que le grand. C'est ça, le studio, il y a des c'est souvent des étudiants qui viennent habiter. Donc forcément il y a des vacances l'été essentiellement. On a eu un moment une vacance un peu plus longue, je crois 5-6 mois, mais on n'a jamais eu trop de problèmes de locataires. Et pour le T3 en fait, on a un couple de retraités qui sont venus s'installer, qui sont de région parisienne également. Ils sont venus s'installer parce que leurs enfants sont également au Mans. Et pour se rapprocher d'eux, ils cherchaient un appartement à louer. Et donc ils sont là pour ça fait je crois 3 ou 4 ans qu'ils sont là. Et du coup j'espère qu'ils vont rester le plus longtemps possible. C'est sûr. C'est dans les étages. On est au troisième étage. Ok. Donc pas trop non plus. Je veux dire, c'est parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Alors c'est une bonne question. Je sais plus s'il y a un ascenseur. Non, parce que je pense, tu sais, personnes âgées, alors je sais pas s'ils sont vraiment âgés, me dit, tu sais, sans ascenseur, alors trois étages encore, ça va. Je crois qu'il y a un ascenseur quand même. Je crois qu'il y a un ascenseur, et puis ils sont pas non plus âgés, ils sont jeunes retraités. Ok. Et ces 2 biens là,
Tu les loues avec des meubles ou ils sont loués en Alors le T3 est né en non meublé et le studio en meublé. Ok. On a récupéré des meubles d'un peu partout, de différents déménagements. Il y avait des meubles qui traînaient à gauche, à droite. De chez mes grands-parents, on a fait on a fait un petit peu tous les meubles disponibles et inutilisés de la famille. On a réussi à loger entièrement avec ça. Ok, super. T'as un autre bien ou t'as que ce bien-là? Alors en bien immobilier en propre, c'est le seul bien que j'ai, mais en 2017, donc c'était un an et demi après. Quand je reviens un petit peu encore sur le montage financier pour cet appartement, en fait, du fait du prix finalement assez bas, les loyers couvrent assez largement le remboursement du prêt. Donc du coup, ça permet de financer même les travaux à faire dans les appartements. Du coup, il y avait toujours ce problème de capital inutilisé. Donc du coup, un an après, j'ai fait un investissement en SCPI. Voilà, c'était quelque chose que je voulais pour diversifier un petit peu. Donc on n'est pas vraiment dans l'immobilier à proprement parler, c'est la pierre papier, mais c'était quelque chose que je voulais essayer pour diversifier un petit peu. J'ai eu l'occasion avec un conseiller à Hong Kong de monter un dossier SCPI, donc 100% financé en prêt bancaire. Et donc sur en total de 110 000 euros. Voilà, donc c'est des loyers qui là pour le coup ne couvrent pas le remboursement du prêt. Donc donc tous les mois tu dois mettre de ta poche dans voilà, ce cas-là. C'est ça. Donc à l'année à peu près il y a un effort d'épargne de à peu près 4 000 euros à faire sur l'ensemble des SCPI. Voilà, donc c'est à peu près l'ensemble. Et les SCPI, pour ceux qui connaissent pas, juste, est-ce que tu pourrais expliquer Alors SCPI en fait c'est des gestionnaires de immobilier, c'est des sociétés de gestion immobilière donc qui achètent un petit peu tout ce qui est bureau, entrepôt, foncier également pour des restaurants ou des entreprises quoi essentiellement, qui vont récolter les loyers, qui s'occupent de la gestion immobilière de leur parc, ils récoltent les loyers et en fait ils vendent des parts, ce qu'ils appellent des parts de l'ensemble de leurs biens immobiliers qui forment donc du coup ces SCPI. Donc ces gestionnaires vont avoir plusieurs offres, souvent un petit peu différentes, et donc ils vont proposer différents portefeuilles de biens immobiliers et quand on achète des parts de SCPI, on achète des parts de ces biens immobiliers. On les possède pas évidemment, mais on fait partie des propriétaires un petit peu de ça. C'est ça qu'on appelle de la pierre papier. Alors il y a certains avantages à ce genre d'investissement, c'est qu'il n'y a pas par exemple de frais de notaire par exemple, comme on pourrait faire avec un bien immobilier en propre. Par contre, il y a des frais de sortie au moment de la revente des parts des SCPI. Là, c'est là qu'on doit vendre une part de sortie. Ok. Après, l'avantage des SCPI par rapport à l'immobilier classique, c'est aussi il y a rien à s'occuper en fait. Il y a rien à s'occuper. Tout est géré par ces sociétés-là. On reçoit tous les trimestres en gros les loyers. Et c'est vraiment c'est très très simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à faire la déclaration foncière une fois par an. On voit même les bordereaux fiscaux. Donc il y a vraiment tout est vraiment très facile. Surtout, ça a l'avantage de pouvoir faire investir dans des biens immobiliers qu'on pourrait pas se permettre tout seul. Parce que ça va souvent être des bureaux hors de prix en plein Paris, à la Défense, ou des entrepôts qui sont loués à des grandes sociétés. Donc c'est des biens qui sont très chers, qui a plusieurs millions d'euros, évidemment on pourrait pas acheter seul. C'est sûr. Ok. Et donc alors là, c'est 2 projets que tu as fait à crédit. Oui. Et donc voilà, les années passent en fait. Donc chaque année, t'as ton capital qui se rembourse. Oui. Et donc là, le premier crédit, tu l'avais fait sur combien d'années? Alors les 2 crédits, c'était des crédits à 15 ans. Ah oui, donc le premier, il est bientôt fini alors. Il a 5 ans. Oui, j'arrive à la 9e année là du coup. 9e année. 6 ans. Encore 6 ans. Voilà. Après l'un comme l'autre, c'était pas forcément des très gros prêts. Surtout que pour les appartements qu'on avait achetés, on avait mis un apport assez important de près de, je crois, 30%. Ah oui. Ce qui n'a vraiment pas de sens au final. On s'en est rendu compte après parce que surtout au niveau du taux auquel on a eu droit, on était à 1,55. Ça
ça avait pas vraiment de sens de faire un apport de 30%. Je suis sûr qu'on aurait pu avoir le prêt avec un apport minime, voire pas d'apport peut-être à l'époque. Et pour les SCPI, en tout cas, il y a vraiment eu zéro besoin d'apport. Tout est financé à 100% avec le prêt. Ok. Donc, ça passe vite après. Donc, dans 6, 7, 8 ans, tu as quasiment tout remboursé tes crédits. Ouais. Donc, c'est loyer et les appartements. Mais les appartements, il y a une partie qui sont dans la société, dans la SCI, en fait. Voilà, en fait, tous les loyers tombent sur le compte de la SCI. Ouais. Voilà. Pour le moment, touche rien de ces fonds. Ils servent à payer essentiellement des travaux. Voilà. Et en cas de vacances d'un appartement, ça permet également d'avoir un petit fonds pour pouvoir payer, rembourser les prêts, sans avoir à devoir ajouter des sommes de nos comptes personnels sur le compte de la SCI. Donc généralement tout, ça couvre un petit peu toutes les dépenses à l'année. Et une fois que le prêt sera remboursé, en effet, peut-être que là on pourra se verser des loyers directement. Ben oui, après c'est un autre montage, parce qu'après je crois que si je me trompe pas, dans la SCI, il y aura des dividendes à se verser. C'est une société en fait, donc ça change un petit peu d'un appartement classique en fait. Ouais. Et en plus ça dépend des parts que tu as. Chaque personne peut se verser un pourcentage en fonction de ce que tu as. Après le but là, comme qu'on a prévu de rentrer en Europe très prochainement, à terme le but c'est que je rachète les parts de mes parents. Voilà, donc c'est le but ce serait quand même que je sois à 100% propriétaire de la SCI. Et juste, si je me trompe pas, la SCI, on est obligé d'être au moins à 2. On peut pas être on peut pas être seul propriétaire. Donc en fait, peut-être c'est peut-être aussi l'occasion d'acheter, peut-être qu'un de tes enfants ou les enfants puissent avoir même 1% ou 2%, mais je crois qu'on peut pas être propriétaire à 100% d'une SCI en une seule personne. C'est possible, il faudrait que je me renseigne, mais dans tous les cas, il y aura, je pense qu'on agrandira la SCI en SCI familiale avec ma femme et mes enfants peut-être. On verra. Je pense que ce sera le plus simple pour continuer. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est des questions intéressantes, parce que moi souvent j'entends des personnes qui me disent j'ai un tel ou un tel qui a acheté des SCI mais avec une société, mais en fait ils savent pas, c'est quand même assez complexe. Tout le monde sait pas comment ça fonctionne. C'est vrai qu'un achat en nom propre c'est souvent un peu plus simple qu'une société. C'est sûr qu'il y a un bilan annuel à faire. Il y a des réunions, des réunions avec un secrétaire. Il y a un président de la SCI, il y a un secrétaire, un trésorier, je crois. En tout cas, actuellement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, il y a des comptes rendus annuels. Tous les ans, il faut à déclarer. Oui, donc c'est vrai qu'il y a quand même aussi les frais il y a un comptable, c'est ça? Frais de comptabilité. Alors là, je sais même plus si on a un comptable. Ok. Je sais plus. Bon, après, c'est tes parents qui s'en occupent pas mal Ouais, mon père aime bien. Il a du temps, donc il a acheté les bouquins de gestion de société. Il remplit ça, voilà. Toutes les années, il fait le bilan annuel. C'est pratique. Ouais. Du coup, quand on rentre, on aura les trucs bien propres. Enfin, si ça a été mis à jour, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce livre. Non, mais c'est bien. En même temps, je pense que c'est vrai que quand on a l'occasion d'avoir quelqu'un qui soit prêt à s'investir comme ça, c'est quand même top, parce que sinon, des fois, à distance, ça peut être aussi des fois un peu compliqué. Qu'est-ce que je fais? Par où je passe? Par où je commence? Comment je fais pour... c'est sûr, si j'avais été tout seul, j'aurais sans doute fait différemment. Là, c'était vraiment l'occasion de limiter, en fait, les coûts, déjà, et surtout, tout en gardant une forme de simplicité, en tout cas pour moi, un peu moins pour mon père, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui a arrangé tout le monde, et voilà, ça s'est présenté comme ça, et pour le moment, on en est satisfait. C'est sûr. Et je me posais une question, quand vous allez aller en Suisse, est-ce que l'idée de continuer à développer votre patrimoine, genre d'acheter, je sais pas où est-ce que vous allez habiter, est-ce que c'est cher ou pas, mais se dire tiens, parce qu'à Hong Kong, c'est vrai que acheter à Hong Kong, ça peut être vraiment très cher. Donc est-ce qu'en Suisse, c'est une idée que vous dites tiens, si on achetait notre résidence principale, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pensé ou pas du tout? Alors, la réponse simple pour dire oui, c'est cher. On va pas aller habiter à Zurich ni à Genève, on part dans des villes un petit peu plus petites, dans le canton de Saint-Gallen, donc c'est tout à l'est de Suisse.
mais c'est une région quand même assez riche. On est juste en face du Liechtenstein. Le marché immobilier du Liechtenstein est très compliqué. Il y a beaucoup d'habitants qui viennent habiter dans la ville où on sera. Donc forcément, l'immobilier reste assez cher. Dans notre idée première, on comptait acheter, parce qu'on a quand même l'idée d'aller en Suisse. On voulait on voulait le chalet avec le jardin pour pouvoir jouer avec les enfants. Bon, finalement, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué. Il y a très peu d'offres au final. Il y a très peu d'offres en Suisse. La Suisse, c'est assez particulier. C'est très différent de la France. On est vraiment sur un marché plutôt de locataires plutôt que de propriétaires. J'en ai discuté à des copains suisses. Je me suis renseigné sur Internet. La gestion du immobilière en Suisse est pas mal réalisée par des grosses sociétés ou des gros rentiers. Et il y a finalement assez peu de locataires. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que de propriétaires. De propriétaires. En tout cas, beaucoup moins que dans le reste de l'Europe. Et donc, en fait, c'est un marché où les gens restent locataires quasiment jusqu'à ça peut être toute leur vie. Après, c'est un marché locatif qui est très contrôlé. Par exemple, on peut pas expulser un locataire et les loyers, a priori, ne changent pas. Donc, a priori, il y a des gens qui louent depuis 30 ans à Genève ou Zurich, qui ont des loyers finalement assez peu chers parce qu'ils sont restés là depuis 30 ans et on n'a jamais augmenté leur loyer. Voilà. Donc, a priori, c'est possible d'acheter. C'est possible. Après, il faut aimer les travaux parce que les biens immobiliers abordables ce sont souvent des vieux biens immobiliers avec énormément de travaux à faire. Mais c'est trouvable. Une particularité en Suisse, a priori, c'est que à moins d'arriver avec la somme directement en cash, finalement, faut passer par une banque. Et les banques, a priori, ont tendance à accorder des prêts, mais mais seulement pour 70% de la valeur du bien immobilier. Et en fait, ils gardent 30% pour eux. A priori, le marché immobilier suisse est tellement sûr et tellement fiable, avec une croissance attendue par an. Il y a assez peu d'imprévisibilité et que les banques préfèrent garder une part des biens immobiliers qu'ils financent. Une fois la revente, donc à la revente, la banque garde 30% du prix de la revente, quoi. Donc a priori, c'est quelque chose qui se fait qui est assez courant là, en Suisse. C'est quelque chose que j'ai découvert. On n'a pas monté de dossier immobilier, c'est quelque chose qu'on m'a raconté, que j'ai pu voir en ligne. Alors après, je sais pas si toi tu connais bien le marché. Non, moi suisse, je connais pas trop. J'avais un client qui me racontait que il était propriétaire d'un bien en Suisse. Alors j'ai pas trop creusé ce qu'il me disait, mais il semblerait qu'il a fait un crédit et que quand tu fais un crédit, tu rembourses que les intérêts et jamais le capital en fait. Et en fait, ça se transmet. Après, si tu transmets aux enfants, tu transmets encore le crédit. Et en fait, tu rembourses jamais le capital, en fait. J'imagine qu'il y a différentes formes de prêts, mais c'est ça, en fait, comme la banque garde 30%, alors c'est peut-être des fois c'est plus, 30%, en fait, tu payes un loyer à la banque tous les mois. C'est ça. De ce que je comprends, tout le monde s'y retrouve, et les propriétaires et les banques, parce que finalement, ça revient moins cher de payer un loyer à la banque, même sur 20 ans, 30 ans, que de financer à 100% ce bien. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Et c'est marrant aussi ce que tu dis que où vous allez habiter, c'est ceux de Liechtenstein qui viennent habiter vers où vous allez habiter. Quand en fait en France on a tous les transfrontaliers et les Suisses aussi, parce que les Suisses n'arrivent plus à être hébergés vers chez eux, vers la Genève ou Lausanne, et ils viennent habiter en France parce que c'est beaucoup moins cher. Et donc en fait il y a aussi de l'autre côté, c'est le sens inverse. On est tous les pauvres d'un autre. A priori, le Liechtenstein, on est encore au-dessus de la Suisse au niveau du pouvoir d'achat et quand on est jeune et qu'on arrive sur le marché de l'emploi, a priori, c'est très compliqué d'acheter au Liechtenstein ou même de se loger en tant que locataire. Donc, ils viennent du côté suisse. C'est marrant ça. Je n'étais pas au courant, donc. On apprend aussi, on n'a pas encore mis les pieds, donc on n'a pas encore mis les pieds là-bas. J'imagine qu'on va découvrir énormément de choses en arrivant, mais déjà on est content d'avoir pu trouver un appartement en location, parce que même sur ça c'est très compliqué. Le marché locatif
dans ce coin de la Suisse, il y a très très peu d'offres. On a dû se faire aider par une agente qui connaît très bien le marché local et qui a réussi à avoir des annonces des biens qui n'étaient pas encore sur le marché, et sans ça, on n'aurait jamais pu trouver un bien immobilier là-bas. Ouais. En location. Ouais. Ah non, c'est heureusement. Ouais. Ah, parce qu'après, en plus, surtout si vous aviez dit oui et que tu arrives avec les 2 enfants, toute la famille, et que vous n'arrivez pas à vous héberger, ça aurait été embêtant. Bah, on nous a prévenu, l'agente qu'on a engagée nous a prévenu immédiatement. C'était, nous a dit, voilà, au cas où vous ne trouverez pas de logement, est-ce que vous avez un plan B? Donc plan B, c'est aller habiter à l'hôtel, Airbnb, ou on a de la famille à Zurich, donc on aurait peut-être été à Zurich, mais c'est à 1h30 de voiture, donc ça aurait pas été très pratique. Jours, c'est sûr. Ok. Mais bon, heureusement, on va arriver, on est dans des bonnes conditions avec un logement. Ouais. Bon, ben super. Moi, en tout cas, je te souhaite plein de courage pour ces changements, et puis peut-être qu'on pourra refaire un interview quand tu connaîtras plus le marché suisse pour nous expliquer. Bah avec plaisir. Et puis on n'a pas forcément oublié, perdu cette idée d'acheter quelque chose. On voulait vraiment venir habiter en Suisse en devenant propriétaire. On s'est vite rendu compte qu'au moins la première année ce serait très compliqué. Mais à voir, on va surveiller le marché local. Peut-être qu'il y aura des opportunités. Tout à fait. Voilà, moi, je suis prêt à retaper une maison en ruine s'il faut. On aimerait bien habiter dans une maison à Lyon. Bah ouais, c'est sûr. Bah, c'est peut-être un peu plus faisable qu'à Hong Kong. En tout cas, déjà des maisons à Hong Kong, il y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y aura peut-être plus d'options en Suisse. Ouais, bon, on va surveiller. On surveillera ça, en espérant pouvoir trouver quelque chose qui nous convienne. Donc une dernière question, Romain, que j'aime bien poser à toute personne qui vienne dans le podcast, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux auditeurs par rapport à l'investissement? Alors moi pour commencer, j'ai eu l'occasion de faire ces investissements assez jeunes. Donc déjà moi j'ai fait ces investissements assez jeunes. Je pense que c'est quelque chose que je recommanderais, parce que voilà, quand on prend des prêts sur 15 ans, c'est pas la même chose si on fait un investissement à 30 ans ou si on en fait un à 50. Forcément, au moment de la retraite, vaut mieux ne pas avoir de crédit encore sur le dos. C'est quand même assez important de commencer tôt à préparer sa retraite ou ce genre d'investissement, en tout cas, et pour pouvoir profiter des loyers le plus tôt possible dans la vie. Donc ça, c'est quelque chose que je recommanderais déjà. Et après, dans un deuxième temps, essentiellement de se renseigner, de bien se renseigner sur les marchés immobiliers, afin de sélectionner la ville, afin de sélectionner le quartier également, voir s'il y a des projets, des perspectives d'avenir dans la ville dans laquelle on investit, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident quand on regarde les évolutions des prix immobiliers des années précédentes. On se rend pas forcément compte des solutions, de ce qui va arriver à l'avenir. Et moi, je pense que j'ai investi dans une ville qui était quand même assez compliquée, parce que finalement qui semblait stagner, puis au final il y avait quand même énormément de projets d'avenir. Moi je comprenais pas justement à l'époque pourquoi les prix étaient aussi bas, et quand on voyait le pôle universitaire, quand on voyait les investissements qui étaient faits par la mairie et le département et surtout une ville aussi proche de Paris, et puis au final ça s'est quand même concrétisé, et il y a quand même, la ville a quand même pris énormément est devenue assez dynamique et attractive pour des jeunes actifs. Donc je pense qu'il y a un besoin de se renseigner sur la région et sur les perspectives d'avenir, et surtout se faire conseiller après sur tout ce qui est montage financier, histoire d'éviter les arnaques, parce qu'il y a quand même, une fois qu'on a un investissement, il y a quand même beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de la situation. Voilà, il faut savoir se faire conseiller par les bonnes personnes et trouver les bonnes solutions. Ok, super, très bon conseil. Merci beaucoup, Romain. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Expatimo, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre support et n'hésitez pas à partager cet épisode à vos amis, votre famille. Et pour nous soutenir, merci de nous mettre un commentaire et une note 5 étoiles. Cela nous aide beaucoup.
Expatimo est créé par Acheter pour louer. Si vous avez un projet en tête, que ce soit pour acheter, louer ou investir, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner.